Ok, super. Ok, donc l'idée qui est derrière ce talk vient de mon visionnage de la série Mr. Robot, qui est devenue ma série préférée. Pour faire court, Mr. Robot, c'est Fight Club, sauf que vous mettez un hacker comme personnage principal et vous avez la meilleure série selon moi. L'avantage de Mr. Robot, c'est que non seulement le pitch est incroyable, mais en plus, les scénaristes sont très précis dans les références en termes de cybersécurité qu'ils ont utilisées. Et parmi ces références, il y a une scène sur laquelle Elliot, le personnage principal, se connecte à sa boîte mail. Il utilise une boîte mail suisse qui s'appelle Proton Mail. Et ça m'a surpris parce que quand il a accédé à sa boîte mail, on peut voir Decrypting. Et moi, je me suis dit, moi qui utilise Gmail, ou qui utilisais Gmail, j'ai pas ce petit message quand je me connecte à ma boîte mail. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc j'ai un peu creusé et je suis allé sur leur site internet. Sur leur site, ils ont cette promesse de vente qui est la suivante. On n'a pas accès aux mails de nos utilisateurs, on ne peut pas les lire et personne ne peut les lire à part eux-mêmes. Et pour ça, les utilisateurs n'ont pas besoin d'utiliser une technique cryptographique spécifique ou d'avoir des compétences au préalable. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un fournisseur de mails ne puisse pas lire les mails de ses utilisateurs? En tant que développeur back-end, ça me paraissait inconcevable. Comme c'est un talk de cryptographie, laissez-moi vous présenter Alice et Bob, qui vont discuter tous les deux. C'est très important de les présenter. On les appelle le crypto-couple dans la cryptographie. Et on a Mallory, en fait, qui va représenter une personne qui a accès à votre serveur, donc en l'occurrence qui aura accès à Proton, on va dire, qui est capable de voir tout ce qui se passe sur le serveur, donc toutes les trames réseau, etc. Le chiffrement de bout en bout, pour faire court, donc ce que promet Proton, c'est que eux, ce qui est représenté par le cylindre ici, ils sont complètement, ils voient aucune chose qui se passe et ils garantissent en fait un chiffrement de messages de bout en bout, c'est-à-dire qu'Alice va envoyer des messages qui vont être cachés à Bob et un attaquant, théoriquement, ne peut pas voir ce qui se passe au milieu. Donc il y a d'autres entreprises qui ont cette promesse de vente. On a par exemple Signal et WhatsApp, à la différence de Proton, qui sont des messageries instantanées. Aujourd'hui, dans ce talk, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va concevoir notre propre messagerie sécurisée et chiffrée de bout en bout qui va s'appeler le chaton, parce que nous allons chatter dessus, nous chatons. Et en fait, il y aura 3 propriétés à cette messagerie. Dans un premier temps, comme je l'ai dit, elle sera chiffrée de bout en bout. Un attaquant n'aura aucun moyen de voir les messages qui sont échangés à l'intérieur de notre application. Tous les messages seront authentifiés. Ce que ça veut dire, pour faire court, c'est qu'on aura la garantie qu'un message sera envoyé par une personne précise, et bien la bonne personne avec qui on parle. Et enfin, comme Proton, elle sera facile à utiliser, c'est-à-dire que notre utilisateur n'aura besoin que d'envoyer des messages, et pas faire quelque chose de plus. Donc, le plat du jour, c'est le suivant. Dans un premier temps, je vais vous introduire à la cryptographie symétrique et asymétrique. Enfin, on va parler d'un protocole d'échange de clés qui s'appelle Diffie-Hellman. Et enfin, je vous présenterai le protocole Signal qui permet de sécuriser des messageries de bout en bout. Un bref mot sur moi. Donc, je m'appelle Tristan Miaille Radulescu. Mon pseudonyme sur Internet, c'est Court-Circuit. Donc, je suis apprenti ici à Polytech, dans la section DevOps. Je suis également apprenti dans une entreprise qui s'appelle Sweep, qui est une entreprise qui propose de gérer de la big data pour établir des bilans carbone à partir de cette donnée. Et j'ai également un blog qui s'appelle courscircuit.xyz. Récemment, j'ai écrit un article sur de la virtualisation, donc si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et enfin, vous trouvez mon GitHub, github.com/courscircuit, sur lequel il y a toutes mes contributions open source, mais également quelques codes snippets qui sont liés à cette conférence. Voilà, donc si vous voulez des exemples de code de Go ou Rust, je vous conseille mon GitHub. Ok, donc on va commencer par la base. On va se poser la question, comment cacher de l'information? Il faudrait qu'on ait une méthode qu'on va appeler Cypher, une fonction, qui prend un paramètre, un message en clair, et qui retourne ce message, qui contient bien cette information, mais qui paraît complètement dénué de sens. Donc là, hop, on a hello, et on a quelque chose, je ne vais pas me donner la peine de le lire. Et il faudrait qu'on ait une deuxième méthode qui s'appelle Decipher, qui va prendre ce message caché et retrouver l'information à partir de ce message. Les cryptographes ont mis en place ce qu'on appelle du chiffrement symétrique ou à clé secrète. L'idée, c'est qu'on va utiliser une clé qui va permettre de chiffrer et déchiffrer des messages. Pour vous donner une idée rapide de ce que ça peut être, imaginez la fonction XOR ou exclusif,
Vous allez donc vous allez avoir votre message hello, vous allez le transformer en binaire et vous allez faire une opération bit à bit pour pouvoir le chiffrer avec une clé secrète. Voilà, en très bref, dites-vous, pour garder l'idée, on a une clé qui permet de chiffrer et déchiffrer des messages à l'aide de nos fonctions cipher et decipher. En pratique, ça ressemble à ça. On va avoir Alice qui va envoyer sa clé secrète à Bob parce qu'il faut que Bob ait la capacité de déchiffrer les messages que lui envoie Alice. Donc là, Alice lui envoie hello, hop, elle lui envoie le chiffré et Bob est en mesure de déchiffrer le message. Il y a un problème avec ça, c'est que ce type de chiffrement est sensible à une attaque qui est dite de man in the middle. On rappelle que Mallory a accès à tous les paquets qui sont échangés entre Alice et Bob. Et comme Alice envoie sa clé à Bob, elle est en mesure de retrouver cette clé et également d'intercepter le message et de déchiffrer le message, tout comme Bob, puisqu'elle a accès à la clé secrète. Il faudrait donc qu'on trouve un moyen d'exploser cette clé, ou en tout cas de ne plus avoir besoin de l'utiliser. Et donc, les cryptographes ont mis en place ce qu'on appelle un deuxième type de chiffrement, qui est le chiffrement à clé publique, ou chiffrement asymétrique. L'idée, c'est qu'on va avoir deux clés, une paire de clés du coup. Une clé publique, qui va permettre de chiffrer des messages, qui sera disponible à tout le monde, et une clé privée, qu'on va garder confidentielle, donc il y a seulement l'utilisateur qui possède ces clés privées, et qui va lui permettre de déchiffrer les messages qu'il reçoit. En pratique, ça donne ça. Hop. Donc Alice va demander la clé publique de Bob pour pouvoir lui envoyer un message. Bob va lui envoyer sa clé. Bob possède une clé publique et un secret. Alice va chiffrer son message hello à l'aide de la clé publique de Bob. Et elle va envoyer le chiffré à Bob. Bob, comme il possède ce secret, il est capable de déchiffrer le message que lui a envoyé Alice. Et comme on voit, il retrouve hello. C'est un peu magique. Maintenant, on va passer à la signature asymétrique. Donc l'idée de la signature asymétrique, c'est que cette fois, on va prendre notre clé publique, elle va se transformer en clé de vérification, et la clé privée va se transformer en... pardon, c'est l'inverse, la clé publique va se transformer en clé de signature, et la clé privée va se transformer en clé de vérification. Ce principe, ça va nous permettre de garantir la première fonctionnalité de notre système, qui est l'authentification, c'est-à-dire être sûr qu'un pair a bien envoyé le message. Ça paraît un peu flou, on va donner un exemple. Donc dans un premier temps, Alice va générer sa clé cryptographique, comme ça. Ensuite, elle va signer son message, c'est-à-dire qu'elle va, entre guillemets, le chiffrer, mais cette fois à l'aide de sa clé privée, sa clé de signature. Comme ça, elle est la seule à être capable d'émettre ce message particulier. Elle va partager sa clé de vérification à Bob, et Bob va être capable de déchiffrer le message, c'est-à-dire le vérifier. Il va retrouver le message de base, et comme c'est une information qui est intelligible, elle va être en mesure de comprendre qu'en fait le message a été envoyé bien par Alice et que c'est le bon message. Le problème, quand j'ai implémenté de la cryptographie secrète dans mon POC, à clé secrète, pardon, c'est qu'en fait j'ai eu deux soucis. Dans un premier temps, en fait, j'ai essayé d'utiliser l'algorithme qui s'appelle RSA. RSA, ça prend en des clés, il faut le spécifier la taille en bits des clés. J'ai essayé avec des clés de 2048 bits, ce qui est une clé censée être robuste. Le problème, c'est qu'en fait, mon programme crashait. Il me disait « message too long ». En fait, en réalité, RSA avec des clés de 2048 bits est seulement capable de chiffrer des messages de 245 caractères. Si vous voulez envoyer des tweets dans votre application, c'est pas mal, sauf que là, on va essayer d'envoyer des bons pavés, quoi. Donc là, ça va être compliqué. Ensuite, le deuxième souci que j'ai eu, c'est que pour générer une clé avec RSA et chiffrer mon message, ça m'a pris 2,6 secondes. On va éviter d'avoir des temps de latence comme ça liés à de la cryptographie. Donc j'ai fait un benchmark en le comparant avec AES 256 en mode GCM. Et j'ai obtenu des temps de 6 millisecondes, ce qui est beaucoup plus viable. Pour préciser, AES 256, c'est un algorithme de chiffrement symétrique. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est un protocole hybride. Notre problème actuellement avec le chiffrement symétrique, c'est qu'il est sensible à une attaque man in the middle au moment où on va échanger les clés d'un pair à l'autre. Donc il faudrait qu'on trouve un moyen de définir un secret commun entre ces deux pairs. C'est là qu'entre en jeu le protocole de Diffie-Hellman. Donc ce protocole a été mis en place en 1976 par deux cryptographes, Whitfield Diffie et Martin Hellman. Et donc l'idée de ce protocole, pour vous faire court, c'est de définir un secret commun entre les deux pairs, exactement ce qu'on veut faire. Cette idée est vraiment incroyable parce qu'en fait, ça leur a valu le prix, enfin plutôt c'est une conséquence,
Ce Diffie-Hellman leur a permis d'avoir le prix Turing en 2015. Donc félicitations à eux. Ok, donc tout comme d'autres algorithmes de chiffrement symétrique comme RSA, Diffie-Hellman se base sur des problèmes mathématiques qui sont difficiles à résoudre. Désolé, je sais que c'est des maths, je sais que ça pique pour certains. Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Donc on a cette équation qui a pour inconnu petit x. Et on a en paramètres qui sont connus petit g et grand P. C'est pas anecdotique, mais grand P est premier. Mais pour l'explication, ça ne va pas nous être important. Et en résultat, on va avoir un grand X qui est le résultat de cette équation. On va également connaître le grand X. L'idée, c'est que, imaginons qu'on efface ce modulo et ce P. En fait, on va uniquement avoir G puissance X et qui est égal à grand X. Et si je vous rappelle rapidement vos cours de maths de terminale, vous savez qu'en fait, pour résoudre cette équation, il suffirait d'utiliser la fonction logarithme en base G. Le problème ici, c'est le modulo P. En fait, ce modulo P, comme le résultat est un entier, on va définir cette équation comme le problème du logarithme discret. Parce qu'il y a seulement un nombre limité de valeurs possibles pour x, parce que le modulo P va faire que x, en fonction de g puissance x, va revenir un moment vers 1, puis cycler, etc. Donc, en fait, la seule façon connue, en tout cas, de résoudre ce problème, c'est de faire une attaque par brute force. C'est-à-dire qu'en connaissant grand X, on va essayer toutes les valeurs possibles de petit x. Et si vous avez essayé de brute force quelque chose dans votre vie une fois, vous savez que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. En fait, théoriquement, avec des clés de 2048, 4196 bits, ça prend énormément de temps de résoudre ce problème. Et donc, c'est considéré comme théoriquement incraquable. Bien qu'en pratique, ça puisse l'être, mais bon. À part la NSA, je ne sais pas qu'il y a des ordinateurs assez puissants pour faire ça. Ok. Maintenant, on va voir en quoi cette équation va nous permettre de transmettre un secret en commun. Dans un premier temps, Alice va générer un nombre entier aléatoire, petit a, qui correspond au petit x, et un nombre aléatoire petit b pour Bob, qui correspond à son secret, donc c'est également petit x dans l'équation. Alice et Bob partagent la même clé publique, G et P, donc le couple G et P. Ce qui va leur permettre chacun de calculer A, un grand A, qui est égal à G puissance A modulo P, qui va permettre, entre guillemets, de cacher le secret, et Bob va faire la même chose. Ils vont s'échanger chacun ce calcul, et ensuite, chacun de leur côté, ils vont calculer A puissance B modulo P et B puissance A modulo P. Vous voyez qu'en fait, j'ai écrit que les deux étaient égales à shared secret. En fait, là, en réalité, on a la même valeur. C'est un peu magique, mais je vais vous expliquer comment. Encore des maths, je suis désolé. En fait, A puissance B, si on se rappelle, c'est égal à G puissance A puissance B. Et en fait, si on le simplifie, ça donne G puissance A fois B. Bob, de son côté, il a calculé ça, B puissance A, et donc il a G puissance B puissance A. Et en fait, A puissance B et B puissance A sont égaux. C'est super. En bref, on a réussi de façon sécurisée, grâce au problème du logarithme discret, à définir un secret en commun entre les deux paires. Maintenant, on va pouvoir avoir notre première version du chaton protocole. Donc maintenant qu'on a trouvé une façon sécurisée de partager un secret entre deux paires, on va pouvoir faire un Diffie-Hellman. Je vais un peu vite en besogne. Dans un premier temps, Alice et Bob vont générer des clés de signature qui vont permettre d'authentifier chacun de leurs paquets. Ils vont s'échanger les clés. Donc, à partir de cette étape, ils ont une clé de chiffrement symétrique qui est égale et qui n'a pas pu être interceptée par un attaquant. Et ils vont pouvoir chiffrer l'ensemble de leurs messages suivants de façon symétrique. Ok, super. Maintenant, il reste un souci. Imaginons qu'un attaquant arrive et il s'empare de la clé secrète de Bob. Ce qui peut arriver en réalité si la clé n'est pas renouvelée fréquemment. Imaginons que vous utilisez Signal, vous discutez avec la même personne depuis 2 ans. Alors imaginons qu'il y a une personne tierce qui peut arriver, qui peut vous voler votre téléphone. Si elle a des bonnes compétences, il peut extraire la clé privée de votre conversation et déchiffrer tous vos messages. Ça peut aussi arriver dans des cas de backdoor, ou bien de compromission à distance. Il y a plein de cas dans lesquels ça peut arriver. C'est pour ça que Signal a mis en place ce qu'on va appeler the Double Ratchet Algorithm. J'ai essayé de rajouter un effet un peu impressionnant, parce que le nom paye pas de mine, mais c'est assez cool ce qu'ils arrivent à faire avec.
Juste pour vous donner la traduction, en fait, un ratchet en anglais, c'est une roue crantée. Et donc, en fait, voilà, ça ressemble un peu à un moulin à eau, en gros. Et donc là, on va dire qu'on va en avoir deux. Je vous préviens, il va falloir s'accrocher parce que je pense que c'est la partie la plus intense de mon talk. Mais pour vous expliquer correctement comment ça se passe, dans un premier temps, je vais vous faire un petit point d'histoire sur le double ratchet algorithm. Ensuite, on va parler du premier ratchet qui s'appelle le ratchet de dérivation de clé. Ensuite, on va voir un deuxième ratchet qui s'appelle le ratchet de Diffie-Hellman qui va utiliser le protocole de Diffie-Hellman. Et enfin, parce que ça ne suffira pas comme explication, je vais vous donner un exemple de conversation et on va suivre au fur et à mesure de l'envoi de chacun des messages comment ils sont chiffrés. Alors, le signal protocole qui porte aussi comme nom Double Ratchet Algorithm ou Axolotl Algorithm a été conçu par deux cryptographes qui s'appellent Trevor Perrin et Moxie Marlinspike. Qui sont, donc pour Moxie Marlinspike, qui est en fait, si je me rappelle bien, PDG de Signal, ou en tout cas il l'a été, en tout cas fondateur c'est sûr, et Trevor Perrin qui était un freelance consultant pour établir ce protocole. Dans l'histoire de la cryptographie et des protocoles, il s'inscrit donc après PGP, qui est le protocole utilisé par Proton notamment pour chiffrer leurs mails. Ensuite, en 2004, il y a un collectif qui s'appelle Cypherpunk ou Cypherfunk, je me souviens un peu plus précisément, qui a conçu le protocole off the record, qui a comme propriété assez intéressante de pouvoir deny un message qui a été envoyé. Désolé pour l'anglicisme. C'est-à-dire qu'on peut ne plus assumer la responsabilité d'avoir envoyé ce message. Comme quand un journaliste va dire bah là je parle hors du journal entre guillemets. Et ensuite après ça on a introduit le signal protocole qui a introduit donc un mécanisme de roulement de clés. Sauf que ce signal protocole en fait il permet que de parler entre deux personnes. C'est pour ça qu'en 2023 il y a eu beaucoup d'entreprises comme Amazon, Google qui sont mis autour d'une table et qui se sont dit bah c'est un gros souci pour le chiffrement de bout en bout. Ils ont donc inventé ou en tout cas conçu le protocole MLS. Enfin bref. On va commencer par les propriétés donc, du protocole signal. Il en possède 4 en tout. Suivez-moi. Donc la première, c'est le chiffrement de bout en bout. C'est un peu bateau, mais c'est ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on ait un attaquant qui puisse intercepter nos messages et le déchiffrer. Enfin, chacun des messages est authentifié. Donc ça, c'est deux propriétés qu'on a définies auparavant. Et pour les nouvelles, on a deux nouvelles qui sont un peu plus compliquées, qui s'appellent confidentialité de transmission et confidentialité de persistance. Faisons un focus sur la première. Donc la confidentialité de transmission, si vous voulez faire des recherches plus tard sur Internet, en anglais c'est backward secrecy. L'idée c'est que chacun de nos messages auront une clé secrète unique. Ça veut dire que si un attaquant compromet notre message, théoriquement il n'est pas capable de compromettre les autres messages. Pour faire ça, on va utiliser une fonction de dérivation de clé qui prend en paramètre une clé et qui va en générer une autre. L'idée, c'est que cette fonction est déterministe, c'est-à-dire que pour la même clé en entrée, on va avoir la même clé en sortie. Enfin, une clé différente, mais toujours il n'y a pas de random dans cette fonction. En fait, cette fonction, j'ai écrit que c'était égal à un hash. C'est une fonction. En fait, c'est très similaire à une fonction de hachage. En général, on utilise par exemple la fonction hashmax pour faire de la dérivation de clé. Donc, pour vous donner un contexte et vous faire comprendre en quoi c'est puissant dans le double ratchet algorithm et en quoi ça définit le hash ratchet, c'est qu'on va dans un premier temps générer une clé qui va être racine, une clé root. On va la dériver une première fois pour trouver une clé différente, donc entre guillemets la renouveler. On va pouvoir chiffrer à l'aide de chacune de ces clés des messages et ainsi de suite. On a entre guillemets une chaîne de clés. Parce que si une des clés, de préférence la clé racine, est partagée à un autre pair, l'autre pair, sans se coordonner avec nous, va être capable de dériver les clés et ainsi de reconstituer de son côté 3 clés sans qu'on ait besoin d'échanger 3 clés. Sauf qu'il y a un problème avec ça. Imaginons que Mallory arrive de nouveau et elle compromet une des clés. De préférence, la clé qui est à l'origine de toutes les clés. Dans ce cas-là, elle est capable de dériver la clé qu'elle a compromise et donc de reconstituer l'ensemble de la communication. C'est pour ça... Donc, il nous faudrait, entre guillemets, un mécanisme qui nous permet de rouler cette clé route et donc qu'on ait, entre guillemets, des petits hash ratchets qui sont seulement des étapes de notre protocole et qu'on ait une manière de renouveler cette clé route ici. Cette propriété, c'est le fait que l'ensemble de notre conversation, bien qu'on corrompe une clé,
ne compromet pas l'ensemble de la conversation. C'est ce qu'on appelle la confidentialité persistante, ou bien post-compromise security en anglais. La problématique, vous l'aurez compris, c'est définir un secret commun de façon sécurisée. Et en fait, ce secret va être utilisé plus tard pour dériver toutes les autres clés. Et si on se rappelle de quelques slides auparavant, on a deux cryptographes qui ont mis en place ça. Whitfield Diffie et Martin Hellman, de nouveau, qui, à l'aide, en fait, on va servir de Diffie-Hellman pour renouveler cette clé, parce que, je rappelle notre problématique, c'est très important de le comprendre, c'est de définir un secret commun de façon sécurisée entre deux paires, pour pouvoir faire du chiffrement asymétrique plus tard. Je vais vraiment focus sur le Diffie-Hellman-Ratchet, sans expliquer dans un premier temps l'imbrication qu'il a avec le H-Ratchet, parce que c'est assez beau, mais assez difficile à comprendre, on va dire. En tout cas, ça, je n'ai pas compris du premier coup. Donc on a, dans un premier temps, de nouveau Bob, qui va générer une paire de clés Diffie-Hellman, une clé publique et une clé privée. Il va envoyer, comme d'hab, sa clé publique à Alice. Alice va, de son côté, générer une autre paire de clés. Et à l'aide de sa clé privée, elle va calculer une première partie du secret en commun. En fait, dès cette étape, le GH output, ça va être un secret qu'elle aura en commun avec Bob. Ok, super. Alice peut chiffrer ses messages à l'aide de cette clé de chiffrement symétrique, qui est le GH output. Voilà. Pour l'envoyer à Bob, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer en fait une concaténation de son message chiffré avec sa clé publique. À partir de ça, donc une fois que Bob l'aura reçu, il va avoir à sa disposition la clé publique, qui est représentée ici. Là, hop, on envoie le message. À partir de là, en fait, il va utiliser la clé publique d'Alice pour retrouver à l'aide de sa clé privée le même secret ici. Et dès lors, Bob possède sa clé de sa clé secrète. Et donc maintenant, Bob peut déchiffrer le message. Maintenant, c'est au tour de Bob d'envoyer un message. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va renouveler sa paire de clés Diffie-Hellman, sa clé publique et sa clé privée, et il va calculer une nouvelle GH output qui sera différente de cette étape, et donc qui va permettre de nouveau chiffrer des messages. Et ainsi de suite. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce protocole, il a d'un côté quelqu'un qui va recevoir des messages, et d'un autre côté, quelqu'un qui va envoyer des messages, et le mécanisme de renouvellement de clés est entre guillemets en ping-pong. Parce que dans un premier temps, on aura Bob qui va indiquer à Alice de renouveler sa clé, et ainsi de suite. Je suis désolé, ça fait beaucoup de trucs d'un coup. À cette étape, j'ai lu la spécification signal, les deux paragraphes distincts, et j'avais rien compris. Je connaissais Diffie-Hellman avant, mais pour moi, je ne comprenais pas comment les deux s'imbriquaient. Donc pour vous donner un exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler une conversation entre Alice et Bob à partir du moment où Alice va s'inscrire sur l'application. Donc Alice va envoyer 2 messages, bonjour Bob, comment ça va? Et Bob va lui répondre, trop bien et toi? Conversation somme toute classique. Ok, on commence avec l'inscription d'Alice. Alice s'inscrit sur l'application. Elle génère un trousseau de clés pour pouvoir qu'elle authentifie chacun des messages qu'elle va envoyer à Bob. Des messages et des paires de clés qu'elle va transmettre, etc. À l'aide de ça, en fait, on va faire ce qu'on appelle un Authenticated Key Agreement. Pour vous faire court, pour vous donner un exemple de ce genre de protocole, c'est Diffie-Hellman, sauf que chacun des paquets, du coup, sont signés. Pour faire très court. Et donc, à partir de là, ils vont avoir tous les deux un secret en commun. Maintenant, on rentre dans le Double Ratchet Algorithm. Bob génère une paire de clés, donc cette fois Diffie-Hellman. Il va envoyer sa clé publique à Alice pour initialiser la conversation. Et Alice va de son côté, une fois qu'elle aura reçu la paire de clés, générer également une paire de clés Diffie-Hellman. C'est très important de le souligner. À partir de cette paire de clés, c'est un peu petit, désolé. Donc à partir de la clé publique de Bob, Alice va calculer le secret en commun à l'aide de la fonction Diffie-Hellman. Elle va ainsi calculer la première clé route. À partir de ça, elle va le dériver. Comme ça, elle va commencer la chaîne de clés. Et à l'aide de la clé dérivée, à partir de la route key, elle va chiffrer le premier message. Donc là, bonjour. Et elle va envoyer le résultat de cette opération directement à Bob avec sa clé publique au passage. Ensuite, dans un second temps, à l'aide toujours de la même clé, paire de clés, Alice va générer une nouvelle paire de clés Diffie-Hellman pour chiffrer son deuxième message.
Pardon, c'est pas une paire de clés Diffie-Hellman, je dis n'importe quoi, c'est un secret dérivé, pardon. C'est le petit dé qui m'a perdu. Donc ce deuxième secret dérivé va lui permettre de chiffrer le message, et elle va envoyer son second message à Bob. Bob reçoit les deux messages de façon indépendante. Les deux ont comme caractère commun le fait d'avoir la clé publique d'Alice. Comme ça, on est sûr que Bob reçoit bien à chaque message la clé publique d'Alice, la clé Diffie-Hellman de ce Ratchet. Et à l'aide de cette clé publique, Bob va dans un premier temps devoir retrouver le secret en commun. Donc ce qu'il va faire, c'est tout comme Alice, à partir de sa clé publique et à l'aide de son secret, retrouver l'output Diffie-Hellman qui a permis de générer cette première root key. Ensuite, Bob va vouloir dériver une première fois cette clé pour retrouver le message d'Alice. Donc, hop, à partir de cette root key, il va la dériver une première fois, déchiffrer le message, et là, super, il a retrouvé, Alice lui envoie « Bonjour Bob ». Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est déchiffrer le second message. Pour ce faire, il va prendre cette première clé dérivée, il va la redériver. Et en fait, à chaque fois, les root keys sont égales, comme c'est le résultat de la même chaîne de clés. Et à l'aide de cette deuxième clé dérivée, Bob est en mesure, comme auparavant, de déchiffrer le message. Et là, il retrouve Alice. Comment ça va? Ok. Maintenant, c'est au tour de Bob d'envoyer un message à Alice. Donc là, c'est le moment où on veut renouveler les clés. Bob régénère une nouvelle paire de clés Diffie-Hellman, très très important. Il va calculer une nouvelle output Diffie-Hellman à partir de sa clé secrète et la clé en fait de la paire de clés précédente d'Alice. À partir de cette nouvelle output, il va la passer dans une fonction de dérivation de clés qui va lui permettre de définir un premier secret qui va permettre de chiffrer le message « Trop bien et toi ». Dans le message, comme auparavant, comme il renouvelle sa paire de clés, il envoie la nouvelle clé publique dans son message, et Alice va être en mesure de déchiffrer le message. Le problème, c'est que le double ratchet algorithm n'est pas parfait, malheureusement. On a ces trois soucis, je vais essayer de focus sur chacun de ces trois soucis. Dans un premier temps, on a les out of order messages. Vous savez sûrement qu'en réseau, il arrive qu'on reçoit des paquets dans un ordre désordonné. Ok, je vais essayer de... pour faire ça, il va falloir qu'en fait, c'est un problème, la solution est assez classique. Il va falloir qu'on ait... Pardon, hop, je me trompe. Voilà, super. La solution est assez classique, c'est qu'on va, dans chacun des paquets, envoyer soit son timestamp, soit l'ID qu'il a dans cette conversation pour pouvoir l'ordonner dans le retour. Et ainsi, une fois qu'on aura dérivé chacune des clés, reconstitué la chaîne de clés, pouvoir réordonner les messages et les déchiffrer avec la clé qui lui correspond. Il nous reste encore 2-3 soucis à résoudre. Le double ratchet algorithm peut être soumis à de la compromission temporaire. Parce que quand vous parlez sur Signal, peut-être qu'ils ont une solution pour le résoudre, mais j'en suis pas au courant. Il vaut mieux écrire comme ça que comme ça. En tout cas, si vous voulez le plus haut niveau de sécurité. C'est un peu surprenant. Mais en fait, comme ici, on va générer une seule root key et une seule clé dérivée, dans ce cas-là, on n'a théoriquement qu'une seule clé à compromettre pour avoir l'information dans le message. Ici, en fait, si on compromet la root key, dans ce cas-là, on va être capable de la dériver et trouver beaucoup plus de messages avec beaucoup plus d'informations. Donc voilà, envoyer des messages comme ça, et aussi c'est plus clair, enfin c'est mon avis. Merci de m'avoir écouté. Donc, pour aller plus loin, je vous propose, si vous voulez, de lire la spécification Signal parce qu'elle est quand même assez claire et c'est assez impressionnant d'avoir une spécification assez technique qui soit aussi claire. Également, Proton a écrit un article qui explique comment ils utilisent OpenPGP pour chiffrer leur infrastructure, les mails qu'ils échangent entre utilisateurs. Et en plus, ils entrent dans certains détails côté DevOps, donc c'est assez intéressant. Enfin, je vous conseille la spécification OpenPGP for Devs si un jour vous êtes assez fou pour vouloir recoder PGP vous-même. Enfin, cet article, How Diffie-Hellman Fails in Practice. Donc ça, c'est un super article qui donne plein de techniques d'attaque sur Diffie-Hellman. Pour vous rappeler, enfin, je vous l'ai pas dit, mais Diffie-Hellman, c'est le protocole d'échange de clés qui est à la base de SSH, TLS. Il y a une option qui permet d'activer Diffie-Hellman en TLS. C'est un peu précis, mais voilà. Et IPsec. Donc si quelqu'un arrive à casser Diffie-Hellman avec des grandes clés,
Ça veut dire qu'il est capable de casser théoriquement pas mal de TLS. Donc voilà, c'est un algorithme qui est assez crucial et si on arrive à le casser, c'est... Ah oui, aussi, Diffie-Hellman n'est pas résistant à la cryptographie post-quantique. Voilà. Enfin, un article de Matthew Green où il démonte un peu la cryptographie côté client. C'est super intéressant parce que MDN, donc l'organisme qui est en charge de réguler JavaScript, fait pas toujours des bons choix et il explique en quoi les choix côté cryptographique peuvent être assez dangereux. Si vous faites de la cryptographie côté client, côté navigateur, je veux dire, c'est super important de lire cet article de blog. Et voilà, je vous ai laissé en référence les différents talks à partir desquels je me suis inspiré. Voilà, merci. Le QR code. Je vous avoue, c'est mon premier talk, donc déjà merci beaucoup d'être là, ça me fait énormément plaisir. Pour me laisser des reviews, parce que je suis sûr que ce que je vous ai présenté n'était pas parfait, vous pouvez scanner ce QR code et me laisser des petits commentaires sur ce que j'ai raconté. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Merci. Ça m'entend? Ouais, je crois qu'il va falloir que tu parles un peu fort. Merci pour le talk. Ouais, là, ça marche. C'était très intéressant. C'était intense aussi, mais ouais, j'ai appris plein de trucs. J'ai une question. C'est sur quasiment une des dernières choses dont tu parlais, le fait d'écrire un seul message était plus sécurisé que d'en écrire plusieurs. Ma question à ce sujet-là, c'est pourquoi, et du coup j'imagine qu'il y a une question de moment de rotation des clés, mais à quel moment la rotation des clés se fait? Et du coup, est-ce qu'il faut, dans l'idée, pour être sécurisé, attendre 30 minutes entre chaque envoi de message pour être tranquille? Ouais, je suis très content que tu poses cette question parce que je pense que j'ai pas été tout à fait clair sur ça. En fait, dans le Double Ratchet Algorithm, on va prendre cette conversation qui va être un peu plus claire. Ce qui se passe, c'est que donc Alice calcule à partir d'un échange de clés de Diffie-Hellman une première clé symétrique ici, qui va être dérivée 2 fois pour chiffrer ces 2 messages. Okay, jusque-là, tu me suis. Et en fait, c'est le mécanisme de ping-pong du protocole signal qui fait que la clé est renouvelée. Donc la clé sera renouvelée qu'une fois que Bob aura reçu le message et envoyé. C'est ça qui est un peu tricky. Donc en fait, plus vous échangez de messages entre 2 paires, plus vous aurez de rotation de clés. En fait. Voilà. Voilà. Ouais, une question pour le monsieur. Merci vraiment pour ton talk qui était très clair à mon niveau. La question que j'aimerais te poser, c'est au niveau de RSA. Ouais. Lorsque tu as mentionné la limite principale par rapport à la longueur du message, je crois que tu as dit que ça se limitait à 256 caractères. 245, mais 245, voilà. Est-ce que même si le message est long, le découper en plusieurs, il fait plusieurs messages chiffrés, ça pourrait résoudre le problème? C'est super que tu poses cette question parce qu'en fait, c'est une approche que j'ai adoptée. C'est un peu loin dans ma présentation, c'est là. Donc j'ai effectivement essayé de découper des messages, sauf que là, on entre dans le problème de performance. C'est-à-dire que, bon, là, en l'occurrence, j'ai un peu triché parce que j'ai compté dans mon benchmark également le temps de génération des clés. Ça aurait été peut-être plus intéressant que je sépare ces 2 étapes parce qu'en général, on ne va pas générer une nouvelle clé asymétrique au moment où on va chiffrer un message. Mais globalement, c'est beaucoup plus long de générer un message. C'est beaucoup plus long de chiffrer un message à l'aide de RSA. Donc, imagine que tu chiffres plein de messages, même si c'est en parallèle. Déjà, ton ordinateur va prendre bien cher parce que RSA, c'est quand même, RSA et la cryptographie. RSA, c'est de ce que je sais, c'est l'algorithme de chiffrement asymétrique considéré comme le plus rapide. En tout cas, de ce que je sais. Peut-être que je me trompe. Je connais 2 algorithmes, donc RSA et Elgamal. Pour faire très court, RSA, c'est un algorithme qui est déterministe. Donc pour les mêmes paramètres, le chiffré sera toujours le même. Par contre, Elgamal, il entraîne de l'entropie dans le message qui sera chiffré. Donc Elgamal est considéré comme plus sécurisé parce que 2 messages n'auront pas la même image. Je me perds un peu dans mes explications, mais dis-toi qu'RSA, c'est considéré comme le plus optimisé et il prend quand même tout ce temps pour envoyer un seul message. Donc
En l'occurrence, OpenPGP, donc le protocole pour l'échange de mails, fait du chiffrement asymétrique. Et non, je me trompe, pardon, je dis n'importe quoi. Il va seulement chiffrer de façon asymétrique une clé secrète. Si tu veux plus de détails, je te conseille vraiment de lire la spécification OpenPGP, c'est super intéressant. J'aurais peut-être pas le temps de développer maintenant. Là où je veux en venir, c'est que c'est pas une approche qui est très pérenne pour une conversation en temps réel, de faire du chiffrement asymétrique. D'accord, merci pour tes explications. Ouais, Thomas. Je voulais simplement savoir où est-ce qu'on pouvait trouver ton PowerPoint et surtout la dernière slide où tu parles des ressources supplémentaires pour s'y intéresser. Ok, j'ai oublié de push mon PDF, mais je vais le mettre ici. Ok. Voilà. Ça tombe bien que ça soit cette slide. Ok, merci. Le message taille limitée, en fait. C'était limité par ton ordinateur ou c'est limité par la norme? Parce que là, tu indiques des temps, mais qu'est-ce qu'il y avait comme CPU derrière, comme RAM, comme architecture? Parce que si tu mets ça sur des ordinateurs qui bombardent, tu peux arriver à l'ordre du milliseconde, même pour RSA 2048. En fait, effectivement, donc là, ce talk qui se concentre vraiment sur du chiffrement côté client. Parce qu'en fait, quand vous faites du chiffrement de bout en bout, vous voulez à aucun moment qu'il y ait de l'information claire qui sorte de votre ordinateur. Donc déjà, en termes de contraintes de performance, vous êtes limité à la bécane de vos utilisateurs. Et je pense que votre mamie a le droit de chiffrer des messages avec OpenPGP si elle a besoin. Mais pour répondre plus sérieusement à votre question, effectivement, ça peut aller assez vite de chiffrer avec du RSA avec un bon ordinateur. Je me perds dans mon explication, pardon. Vous pouvez répéter la dernière partie de votre question, s'il vous plaît? Vraiment désolé. Non, c'était juste savoir l'architecture qu'il y avait derrière au niveau portable. Quoi. Ouais, du coup, c'est un x86-64, c'est 32 Go de RAM, et voilà. Pas plus. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites du chiffrement côté serveur, là, effectivement, le RSA, ça peut être assez intéressant. Aussi, dernière chose, quand on va signer un message, on va le faire de façon asymétrique. Sauf que, en fait, on ne va pas signer l'entièreté du message qu'on va envoyer, sinon on va être, encore une fois, limité par la taille. Ce qu'on fait en général pour pallier à ça, c'est qu'on va faire un SHA-256 ou bien plus petit, un SHA-1 du message pour ensuite signer ce SHA-1 et ainsi, la personne en face, quand elle va recevoir le SHA-1, qu'elle va le déchiffrer à l'aide de la clé publique de la personne qui l'aura signé, elle va faire un SHA sur le binaire de votre programme parce qu'en général, on fait ça pour chiffrer des binaires, enfin pour signer des binaires. Elle va être capable d'attester l'authenticité de votre binaire. Voilà. Merci à tous, ça me fait très plaisir. Et voilà.